Excellent. Alors, bonjour à tout le monde et Bonjour. bienvenue Bonjour. dans notre direct de la semaine. Et merci encore une fois de plus à toutes les personnes, toutes les fidèles personnes qui se connectent sur cette page pour les plateaux des Bobby Tanak tous les dimanches. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Marie-Victoire, Maman Micheline, la générale du Quat et Françoise Demint. Pendant qu'on lance, avant qu'on commence le direct, nous allons vous mettre une vidéo des mamans de la diaspora qui pleurent leur enfant. Et pendant que la vidéo sera en train de tourner, nous vous invitons à faire un partage massif partout pour inviter tout le monde, que vous soyez des hommes, des femmes, des enfants, à venir écouter le message des mamans qui pleurent leurs enfants. Merci, c'est à vous. Merci.
plus dans une vidéo comme ça réunie pour des actions, pour notre indignation par rapport à la situation qui se passe par rapport au Cameroun. Donc, cette vidéo actuellement se retrouve un petit peu partout dans les vidéos. Nous vous invitons, si vous l'avez, à la partager au maximum. C'est notre façon à nous de pleurer nos enfants après la tragédie, justement, le massacre, on va dire, qui s'est passé à Kumba-Fingo. À Kumba-Fingo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas souvent bonne. Et voilà, c'est pour ça qu'on est réunis ici tous ensemble ce dimanche pour avoir une pensée pour nos enfants, pour pouvoir les pleurer. Alors, avant de commencer, je vais laisser la parole à chacune de nos consoeurs ici. Avant même de commencer, c'est la première fois que nous recevons sur ce plateau Villageoise du Quad et Françoise Dewitt. Donc, on va d'abord commencer par ces deux-là. Je vais commencer par Villageoise du Quad. Bienvenue sur le plateau des Bobby Tanap. C'est la première fois que nous te voyons sur ce plateau. Je sais que les gens te connaissent, mais comme on a l'habitude, toutes les premières personnes qui arrivent ici, on leur demande de se présenter et je te passe la parole. On a 1 minute pour te présenter. Ah, ton micro. Je vais juste te demander d'activer ton micro avant de commencer. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Okay. Oui, c'est bon. Donc, je disais bonsoir à toute l'équipe des Bobby. Les filles, je suis en direct. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous les internautes. Bonsoir à toutes les femmes. Je suis très ravie d'être avec vous ce soir pour partager cette douleur qui est celle de toutes les mamans camerounaises et les nôtres en particulier. Donc, je ne pouvais ne pas répondre à cet appel d'être avec vous ce soir. Donc, je me sens honorée d'être parmi vous ce soir. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci. Merci. Excellent. Merci beaucoup, la villageoise du Quad, de t'être présentée à nos auditeurs. Maintenant, on va passer la parole à Françoise Dewitt. Bonsoir, Françoise. Prends 8 minutes pour te présenter à nos auditeurs. Bonsoir, Ida. Bonsoir à tous les Bobby Tanam. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir à tous ceux qui ont accepté aujourd'hui venir pleurer nos enfants qui ont été tués à Kumba avec nous ce soir. Encore une fois de plus, merci à tous d'être présents ce soir. Qu'est-ce que je vais dire? C'est vrai que c'est la première fois que je participe à un plateau, à un direct, même si je le fais souvent dans le noir. C'est la première fois que je participe à un plateau de Bobby Tanam. Qu'est-ce que je vais encore ajouter en dehors de bonsoir? Je suis Françoise Dewitt, comme tu l'as si bien dit. Et, on attend de débattre sur le thème et de pleurer ensemble ce soir. Merci. Merci, Françoise. Excellent. D'accord. Merci, Françoise. Bon, maintenant, on va passer à Maman Micheline. Bon retour parmi nous. Nous aimons ça, ta visite sur le plateau. Nous savons que tu as un agenda très, très chargé, en particulier aujourd'hui. Merci d'avoir pris du temps pour te joindre à tes filles pour qu'ensemble, on puisse pleurer nos enfants. Quel est ton message de bonjour que tu peux passer ici? En 1 minute, peux-tu passer ton message de bonjour, un petit bonjour à ceux qui nous écoutent? OK. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment très contente d'être parmi vous ce soir. Bonsoir à tous les Bobby Tanap. Bonsoir à tous les internautes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Si nous sommes ici en ce moment, c'est pour pleurer nos enfants qui sont morts à Kumba. C'est pour cette raison que nous sommes réunis ce soir pour faire le deuil de notre manière, les Bobby Tanap. Et je crois que jusqu'à maintenant, on a assez pleuré, on va continuer à les pleurer. Et pour revenir, on va se tenir debout une fois. On ne s'est pas lever pour que ça soit encore. On se lève comme ça une fois pour de bon. J'ai vu les femmes du Cameroun, elles se sont vraiment levées. Et j'ai des petits chapeaux. Merci.
Bravo, Maman Micheline. Je pense que c'est la motivation que vous, les mamans, toutes les femmes, toutes les mères, c'est cette fusion-là qu'on met ensemble et ça aide à d'autres mamans à se lever par rapport à ça. Alors maintenant, je vais passer la parole à Marie-Victoire. Donc, Marie-Victoire, quel est ton mot en 1 minute? Est-ce que tu peux dire bonjour aux auditeurs et passer ton mot? Ensuite, on va pouvoir commencer à entrer dans le vif du sujet. Oui, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Aujourd'hui, nous pleurons nos enfants. Et nous allons le faire ensemble. Nous allons leur dire au revoir. Et voilà quoi, je suis Marie-Victoire, que vous connaissez toutes, tous. Excellent, d'accord. Merci beaucoup, Marie-Victoire. Toujours brève et précise. On a très bien compris. Merci beaucoup. Alors, les mamans, on est ici parce qu'on est triste, on est frustré, on n'est pas bien dans notre peau, on a perdu des enfants. Qu'est-ce qui, d'après vous, selon ce que vous avez pu entendre, qu'est-ce qui, d'après vous, aurait pu causer une situation? Pour ceux qui ne sont pas camerounais, pour ceux qui sont même camerounais et ne s'intéressent plus ou parce qu'ils sont découragés à écouter ce qui se passe dans leur pays, comment on peut leur résumer, comment chacune peut résumer, encore également en 1 minute, la genèse de ce qui s'est passé à Kumba? Qu'est-ce qui a pu bien se produire? Je vais donner la parole ici à la générale de Doukwat. Hein. En 1 minute, peux-tu dire à ceux qui nous écoutent, hein, ceux qui peut-être, si tout le monde ne sont pas informés, qu'est-ce qui aurait pu causer, qu'est-ce qui s'est passé à Kumba? Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Kumba? Ah, ton micro. Juste à vous rappeler les madames, si quelqu'un d'autre, une femme parle et puis votre micro vous parlez ou bien il y a un bruit en arrière, je coupe ce micro-là pour qu'on écoute mieux l'eau. Donc, villageois du quoi j'ai été obligé de couper ton micro tantôt. Oui. Ben, super. Donc, en fait, faire la genèse de ce qui se passe dans le nord-ouest et sud-ouest Cameroun me semble très long, en fait, parce que ce serait relater ce qui se passe depuis 4 ans. Donc, et je pense que le temps qui nous est imparti ne peut pas nous permettre de faire cette genèse. Moi, personnellement, je pense tout simplement que ce qui s'est passé à Kumba, pour moi, n'a pas d'explication. Ça n'a pas d'explication parce que quand on aille dans une école massacrer des enfants non armés, des enfants, pour moi, il n'y a pas d'explication. Seuls les commanditaires de cet acte peuvent nous dire le pourquoi de cet acte. C'est eux seuls qui peuvent nous dire pourquoi ils sont allés dans cette école, pourquoi ils ont massacré ces enfants, ces innocents qui ne demandaient qu'à s'instruire. C'est eux seuls qui peuvent nous dire le pourquoi. Parce que moi, j'ai beau chercher, j'ai beau réfléchir, je ne trouve pas de pourquoi ça. Je ne trouve pas de pourquoi cet acte aussi ignoble. Donc, je pense tout simplement que l'État camerounais est très bien placé pour nous dire le pourquoi de ce massacre, parce que c'est eux qui ont permis cela. C'est eux qui ont laissé que cela puisse se faire. Donc, tout simplement, c'est ce que moi je peux dire parce que je ne saurais rentrer 4 ans en arrière pour refaire la genèse de ce qu'on vit au nord-ouest et au sud-ouest Cameroun. Ce serait très long. Merci. Tout à fait, villageois du quoi qu'évidemment, on pourrait faire à un moment donné un plateau spécial hein, pour rappeler à certains parce que moi, je suis certaine, et je ne sais pas comment chez vous là-bas en Europe, mais il y a beaucoup de Camerounais qui vivent ici au Canada qui ne connaissent même pas ce qui se passe dans leur pays. Donc, je pense qu'il y en a qui ont besoin vraiment qu'on leur rappelle l'historique de ce qui se passe là-bas. Donc, maintenant, on va passer avec Maman Micheline. Maman Micheline, en 1 minute, comment tu peux expliquer aux personnes qui ne connaissent pas ce qui s'est passé à Kumba, comment tu peux expliquer la jeunesse, comment tu peux raconter, comment tu peux résumer rapidement ce qui s'est passé à Kumba? Oui, comme notre sœur, la villageoise de Doukwat, vient de le dire, c'est une histoire qui date de cela 4 ans. Ça fait justement 4 ans. C'est vraiment qu'est-ce que je peux bien dire, l'effet de refuser le dialogue.
Ça a commencé par les professeurs. Les professeurs en avaient marre et réclamaient juste un petit bout juste une petite augmentation de leur salaire. Et c'est ça qui a tout engendré, tout ce que nous vivons dans le nord-ouest et le sud-ouest jusqu'à nos jours. Ça fait déjà 4 ans. Et c'était juste un petit dialogue suffisait même. Ils pouvaient même ne pas augmenter leur salaire, mais juste un petit dialogue suffisait. Le président de la République a carrément refusé ce dialogue-là. Et c'est ça qui a engendré la guerre que nous vivons jusqu'à nos jours, dans le nord-sud et le sud-ouest. Vraiment, je suis dépassée. Rien qu'un petit dialogue. Voir ce que ça a apporté. Depuis combien? Depuis 4 ans. Combien de morts? Combien de déplacés? Combien je ne sais pas ce que je peux dire. Tout à fait. Bien résumé. Tu as résumé vraiment pour ceux qui ne connaissent même pas l'histoire du Cameroun dans cette partie-là, en quelques phrases, vraiment d'où pas même cela. Et ça dure déjà 4 ans. Bientôt, ça va 5-6 ans. Merci beaucoup. Alors, quant à toi, Marie-Victoire, qu'est-ce que tu peux rajouter de plus par rapport à ce que nos consoeurs viennent de nous dire pour rappeler un peu à ceux qui nous suivent ce qui a pu se passer à Kumba? Moi, ce que je vois une population qui s'est levée pour réclamer les meilleures conditions de vie. En fait, ils se sont levés pour demander une meilleure redistribution des richesses du pays, quoi. Et je vois un gouvernement orgueilleux, kleptocrate, dictatorial, qui a refusé d'écouter cette population, qui a refusé ce dialogue. Donc, la population se rebelle. Le gouvernement déclare une guerre contre ces enfants qui ont faim, qui ont soif. Et actuellement, dans cette zone, il y a un génocide. La zone est devenue comme un brasier, quoi, où rien ne peut pousser en quelque sorte. Et on tue en silence. On tue nos enfants. On tue, que ce soit du côté de l'armée, que ce soit du côté des Ambaboy, on tue. Et le plus révoltant dans tout ça, c'est qu'on tue des innocents. Les innocents qui sont les femmes et les enfants. L'État n'arrive pas à protéger ces femmes et ces enfants. Les deux camps, que ce soit, en fait, les enfants sont devenus la cible, en quelque sorte, des deux camps. L'école est devenue un otage de la guerre civile, en quelque sorte, quoi. Donc, pour les Ambaboy, l'école mort, c'est imposé. Leur force, c'est un moyen de pression et d'expression de la personne, en quelque sorte. Et pour le pouvoir, le retour à l'école, c'est la démonstration du retour à la paix. C'est de montrer l'efficacité de l'option qu'ils ont choisie, c'est-à-dire la guerre. Et au milieu de ces deux, nous avons nos enfants qui sont des victimes, qui sont des innocents, qui meurent parce qu'ils se sont retrouvés un samedi matin dans une salle de classe à Fiango, à Kumba, le 24 octobre 2020, à l'école. Et cette école s'appelle Mother Francisca International Bilingual Academy. Nous avons Victory, 11 ans, Jennifer, 11 ans, Princesse, 12 ans, chez 9 ans, Rema, Cindy, qui ont été sauvagement tués, qui ont agonisé avec une douleur atroce. Donc, voilà en quelque sorte un petit résumé de la situation. Merci Marie-Victoire. Et petit résumé très, très, très émotif. Bon, merci. Alors, maintenant, on va passer à toi, Françoise. Comment tu peux résumer en tes propres mots ce qui s'est passé? Merci, Ida. Sans toutefois être longue et sans toutefois me faire répéter par ce que
les consoeurs ont déjà dit. Ce qu'on ne doit pas oublier de dire, c'est que il faut qu'on explique aux Camerounais que avant 1960, on avait 2 Camerouns. Et ces 2 Camerouns unifiés, le côté anglophone a été abandonné. Pendant presque 40 ans, à un moment donné, ils se sont révoltés. Ça veut dire que c'est parti de la manifestation des avocats et des enseignants que nous tous, nous avions vu en fin 2016, où ils ont revendiqué les meilleures conditions. Ça veut dire qu'une augmentation de salaire et en fait, la condition des avocats et des enseignants, en tout cas, c'était une goutte d'eau qui avait débordé le vase parce que pour ceux qui ont été déjà à Bamenda ou au sud-ouest, ils vous diront que ce côté a été vraiment abandonné et je pense que c'est à partir de ça qu'ils ont dit non. Si vraiment on a un gouvernement responsable, c'est de notre droit de leur dire que non, ça va pas bien, il faut qu'on leur dise que non, il faut qu'ils jettent un regard de ce côté. Sauf qu'en face, ils avaient un gouvernement inconscient qui a soif du sang, parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui depuis 4 ans, qui a soif du sang, qui a refusé, au lieu de prêter l'oreille à ses compatriotes, à cette population, ils ont choisi la méthode forte, en fait, qui est aujourd'hui la guerre fratricide qui se passe dans le nord-ouest. En fait, c'est ça. C'est ça qui entraîne la mort des enfants le samedi 24 octobre que nous avons connu tous dans une école à Kumba. Et ce qu'on doit dire aujourd'hui, c'est à quand la fin? Les enfants, encore les enfants et les femmes. Ce qui fait que c'était un peu pour moi le résumé de la jeunesse de ce qui se passe, de la guerre qu'on appelle aujourd'hui anglophone crisis ou la guerre d'Ambazonie qui se passe aujourd'hui dans le Nozo. Donc c'était mon petit résumé pour ne pas me répéter, pour ne plus redire ce que mes consoeurs ont dit. Merci. Tout à fait. C'est un ajout aussi pertinent que tu as donné. Donc, merci vraiment, mesdames. On a fait le tour de table pour la première question parce que souvent, nous, on est dans l'action, on sait très bien ce qui se passe, mais parfois, on oublie qu'il y en a d'autres en face de nous qui ne savent pas ce qui se passe. Donc, c'était bien à peu près de réexpliquer à ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe, la situation actuelle à Kumba. Maintenant, ce qui va nous amener à passer à la deuxième interrogation, qui est de savoir, selon ce qui vous est arrivé comme information, parce que chacune de nous ici a des endroits où elle est capable d'aller chercher des informations, quelle a été la réaction de la population, avoisinante, ces familles, quel a été leur sentiment? Donc, parlons d'abord ici, on va d'abord parler dans le premier tour de table, la réaction des familles, de l'environnement du village. Et ensuite, plus tard, dans le prochain tour de table, on va parler de la réaction des autorités. Donc, allons déjà d'abord avec les familles. Je vais laisser, cette fois-ci, Maman Micheline, tu te lances là-dessus? Oui. OK. Ouais. Ça a été, merci pour la parole, ça a été vraiment un drame. Un drame. Quiconque ce jour-là a écouté les cris là, vraiment été, moi-même j'étais étourdite. Je me demande comment était sa famille, étaient ses parents, étaient ses proches, puisque moi-même j'étais étourdite, vraiment. C'est un coup fatal. Jusqu'à aujourd'hui, quand je parle de ça, j'ai la chair de poule, complètement. La chair de poule envahit tout mon corps. Je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un de normal, les gens normaux peuvent faire des trucs pareils. Les enfants, ils sont innocents. Ils étaient encore un samedi à l'école. Hein. Donc, c'est pour dire qu'eux, ils étaient, c'est pas tous les jours que, sûrement que le samedi, c'était pour la répétition. Donc, c'est les enfants qui vraiment, ils s'adonnent, ils se sont adonnés à l'école jusqu'à suivre les cours les samedis. Ce n'est pas n'importe quoi. Hein? Ça, c'est le Cameroun de demain. 12 personnes
6 personnes sont mortes. Ça, c'est une population. C'est une population. Vraiment, j'étais... je ne sais pas, j'ai pleuré toute la journée, j'ai crié à tous ceux qui pouvaient bien m'entendre. J'ai crié qu'on a tué, on a fait gaffe chez nous. Vraiment, j'imagine un peu la réaction de leur famille, de leurs parents, des proches. C'était vraiment horrible, horrible, horrible. Merci. Merci, Ida. Merci, maman Micheline. Alors, villageoise du Quad, toi, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Quelle a été la réaction de ces familles, de l'environnement, du village? De ce que tu as eu comme information, quelle a été la réaction? En fait, moi, je ne peux me fier qu'à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et clairement, une chose réapparaît, refait surface, c'est le total abandon de ces familles quand cela s'est produit dans cette école. Moi, j'ai vu une population totalement à l'abandon, totalement désœuvrée, totalement, je ne sais pas, on sait pertinemment que cette zone est une zone où il y a de la guerre et que ces familles côtoient la mort pratiquement tout le temps. Mais j'ai du mal à supporter des vidéos où les mamans sont autant en pleurs. Et cette fois-ci, je pense que le degré d'atrocité de ces crimes était tel que tu ne pouvais pas regarder cela sans pleurer en retour, sans avoir de la peine, sans avoir de la tristesse. Donc, moi, j'ai vu une population totalement à l'abandon, une population qui est perdue, en fait, parce que pas encadrée, pas de sécurité. Donc, ils sont livrés à la merci, que ce soit du gouvernement à travers le lobby, que ce soit des sécessionnistes, ils sont à l'abandon. Donc, j'ai vu une population dans un total désarroi. Moi, c'est ce qui en ressort pour moi personnellement. C'est ce que je retiens, c'est ce que je vois. Et je me suis dit, ça, c'est peut-être la deuxième question qui va être posée après cette première. Mais moi, tout simplement, je veux dire, dans un village ou dans une ville où on pleure, où on fait le deuil tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça devient une ville fantôme parce que les enfants disparaissent, les maris disparaissent, les épouses disparaissent. Ces populations, je ne sais pas comment ils vont faire pour se reconstruire. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une solution pour une quelconque reconstruction de ces femmes, de ces hommes devant qui ils voient leurs enfants égorgés, ils voient les enfants avec des têtes coupées. Moi, j'ai vu, pour moi, c'est atroce en fait. Moi, en tant que maman, avec mes enfants, quand je vois ce genre de vidéos, je me retourne pour jeter un regard d'amour sur mes enfants. Et moi, j'imagine donc la douleur de ces femmes-là. J'imagine la douleur. Et franchement, je n'ai pas de mots assez forts pour décrire ce qu'elles peuvent ressentir. Je n'ai pas de mots assez forts pour décrire cela. Merci, Ida. Merci, villageois du Quad. Merci de partager ces informations avec nous. Françoise, d'après toi, quels sont les de ce qu'il te parvient comme information, quelle est la réaction de la population locale, des familles, des enfants? D'après toi, qu'est-ce que tu peux rajouter à ce que nos sœurs ont déjà dit? Ida, tristesse, tristesse. Ce que je vais vous raconter, c'est que ce samedi, on était parti pour un week-end en Rennes, en famille en fait. Ça veut dire qu'on est tous, comme pour vous dire un peu le niveau de la tristesse, on était en famille, on était assis au salon et après je jette un coup d'œil sur mon téléphone, sur Facebook, je vois, on a tué des enfants dans le Nezo. Sur le coup, je crie à l'Assemblée, encore des morts au Cameroun. Toute la famille, tout ce qu'on avait prévu à manger, je vous jure que personne n'est passé à table. Et je vous dis, ma soeur chez qui on était parti, c'est une qui a grandi dans la zone anglophone, en fait. Ça veut dire que ses parents, qui est mon oncle, ils ont tout perdu à Bamenda. Ça veut dire qu'elle a dit encore, c'était
les larmes. Ça veut dire que la tristesse. Et le problème, c'est même pas la mort. Parce que ce que je dis toujours, quand on grandit, on s'attend à mourir. Mais ce qui fait le plus mal, c'est la façon de mourir et des personnes qui meurent. C'est ça. Nous savons tous qu'une maman, qu'un parent qui perd un enfant, c'est de l'amertume, c'est de la tristesse. Encore pire, la façon de décéder. Nous avions tous vu ces enfants. La tête explosée. Ça m'a rappelé mon petit frère qui était décédé dans un accident au Cameroun, un 30 mai 2010. Ça, c'est la mort la plus atroce. Tuer ses enfants de cette façon. Parce que souvent, ce n'est pas la mort qui fait mal. Souvent, c'est la façon de mourir et les personnes qui meurent. Du coup, c'était la tristesse, que ça soit à Kumba, que ça soit dans tout le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si on a regardé, les seules personnes, il faut qu'on le répète toujours, qui sont restées insensibles face à cette situation, c'est le gouvernement. Le gouvernement est resté insensible. Le gouvernement qui s'est prononcé qu'après 72 heures, dans un pays où ils disent avoir un président. Ça, on pouvait pleurer, mais à voir le comportement du gouvernement, la douleur a été triplée. Parce qu'au moins, quand tu entends que ton voisin a laissé un cri de détresse, la première des choses, c'est te rendre chez lui et dire qu'est-ce qui ne va pas? Où était ce gouvernement? Où était ça? Ça fait plus mal. Ça a plus fait mal. Et comme la villageoise du Quat l'a dit, on ne sait pas comment cette situation, comment on va l'arranger, comment ça va finir. C'est tout ce que je peux dire. Je peux dire de la tristesse et de l'amertume parce que c'est des parents. C'est des parents qui perdent des enfants. Si c'était le parent qu'on avait même assassiné, la douleur, c'est vrai que la douleur sera là, mais elle sera moindre. Un enfant, Marie-Victoire, venait de nous citer les âges de ces enfants, des adolescents, 11 ans. 11 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Et que le gouvernement reste insensible. Tout le Cameroun a pleuré, sauf le gouvernement criminel. Ouais. Est-ce normal? Ça, la douleur, elle était immense, sauf sur le visage du gouvernement camerounais. Merci. Excellent. Merci, merci Françoise pour cet ajout. Oui, Marie-Victoire, d'après toi, d'après tes informations, quelle a été la réaction locale à la suite de cette attaque-là? Grosse douleur pour des mamans, une douleur qu'on ne peut même pas qualifier, une douleur qu'on ne peut pas mesurer en quelque sorte. C'est des pleurs, le désarroi, l'incompréhension. Comment secourir les blessés, comment pleurer ceux qui sont morts. C'est tout ce que j'ai vu. La culpabilité pour certaines mamans qui se disent, peut-être si mon enfant était resté à la maison ce jour-là, il ne serait pas mort. Et puis, qu'est-ce qui reste d'autre? Le regret, les messes de revoir. Donc, voilà ce que moi j'ai pu retenir, c'est la désolation totale. On se demande même que vont devenir ses parents. Est-ce qu'ils ne vont pas se culpabiliser à vie? Merci. Et je vais même, ça tu passes même déjà à la prochaine question qui est de savoir, face à toute cette amertume, tous ces questionnements, toutes ces affaires, je sais que Françoise en avait déjà parlé, quelle a été la réaction des autorités? Je ne sais pas, villageois du Quat, est-ce que tu veux te lancer là-dessus parce que tu semblais déjà avoir été un petit peu très intéressée à vite sauter là-dessus. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y. En fait, tu sais, quand il s'agit
quand il s'agit de ce gouvernement, on est toujours tout inspiré. Hein, donc, moi, en fait, côté réaction du gouvernement, ça a été la désolation totale. Parce qu'en fait, si cette école avait été sécurisée, c'est-à-dire sachant qu'il y a eu une guerre dans cette zone, si le gouvernement avait fait son travail de protéger la population, protéger les populations, Dieu aurait pu se faire. Donc, il n'y a pas eu de sécurité au niveau de l'école. Et ça m'a juste fait penser à toute la milice que je vois devant la maison du président élu Maurice Kamto sur Yaoundé, le nombre de cas de police que je vois. Je pense que notre sœur a un léger problème de réseau. Et je me suis dit, mais à quoi servent ces policiers en fait? À quoi est-ce qu'ils servent? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, si ce n'est pas le gouvernement qui est derrière ces crimes, en toute logique, si ce n'est pas le gouvernement qui est derrière ces crimes, pourquoi sont-ils incapables de protéger ces populations? Pourquoi cette incapacité à protéger ces populations? On voit quelqu'un qui est séquestré chez lui, il y a au moins 30 forces de l'ordre devant sa maison. Il n'est pas armé. Mais on voit une zone où on dit qu'il y a la guerre. On dit que l'école a repris. C'est eux, le gouvernement. C'est le gouvernement qui a dit que l'école avait repris. Donc, c'était à eux de prendre des mesures nécessaires pour encadrer ces jeunes enfants qui devaient reprendre la route de l'école. Et j'ai envie de dire, nous qui avons la chance aujourd'hui de vivre dans des pays vraiment libres et démocratiques, on voit, dès qu'on tue un chien quelque part, on voit le président se déplacer, on voit le premier ministre se déplacer. Ouais. Le gouvernement s'est déplacé dans cette zone. Après combien de temps est-ce que Atangandji est allé là-bas? Est-ce que Atangandji c'est lui le premier ministre? Non. Est-ce que Atangandji c'est lui le président de la République? Non. Donc, on comprend tout simplement. Cette masse dans le Nozo, le gouvernement est le seul et unique responsable de tout ce que ces populations vivent. Parce qu'eux seuls ont la solution à cette guerre. Eux auront la mort de ces enfants sur leur conscience. Même ceux qui sont des sanguinaires et qui sont sans scrupules, je pense pour ma part que le gouvernement, tout ce qu'ils sont en train de faire, de fanfaronner, de pont de gauche à droite, d'organiser des journées de deuil national, pour moi, c'est juste de l'hypocrisie à outrance. C'est encore une façon de se moquer de ces populations. Parce qu'ils auraient pu. Et eux seuls ont la solution à cette guerre. Eux seuls ont la solution à cette guerre. C'est eux qui peuvent mettre fin à cette guerre qui se passe depuis 4 ans dans cette zone anglophone. Donc, parlant du gouvernement, Ida, vraiment, si moi je me jette là-dessus, je pense que je ne pourrais même plus m'arrêter tellement je parlerai non-stop. Mais pour moi, c'est un gouvernement de farceurs parce que ce sont des gens qui n'ont plus d'âme. Ils n'ont plus d'âme. Parce que s'ils avaient une quelconque âme, juste une petite partie de sensibilité dans leur corps, ils comprendraient que ce sont des crimes de trop. Ce sont des crimes de trop pour ces enfants. Donc, pour ma part, le gouvernement est encore une fois de plus aux abonnés absents. Voilà. Merci. Oui, puis je vais me permettre, mesdames, d'abonder un peu dans ce sens-là. Vous devez vous voler quelques minutes là. Bien sûr. J'avais écrit, merci, j'avais écrit dans ma lettre que j'ai publiée dimanche dernier. Est-ce que je peux m'affronter? Ah oui, ben maman Micheline, tu peux donc parler là-dessus, puis tu peux donner ton mot de fin, puis tu peux y aller. Vas-y. Sur quoi? Ah, tu veux partir? Ah, tu veux partir puis revenir? Ah, ok. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème, maman Micheline, on t'attend. Je pensais que tu voulais partir. Ok, vas-y alors, on t'attend. Donc, je vais donc continuer comme je voulais dire tantôt. Moi, j'avais écrit dans une lettre que j'ai publiée dimanche passé. Il y a plusieurs hommes politiques que j'ai interpellés, mais je vais parler principalement ici de 3. Il y a René Sadi. Il sort son communiqué, il titre déjà le communiqué en impliquant déjà des fautifs. Voilà. Donc, il disait que ce sont des sécessionnistes. Mais à la fin de son communiqué, il dit qu'il a lancé une enquête là-dessus. Je ne sais pas si ces gens-là s'adressent. Ils nous ont demandé d'aller, ils nous ont offert juste les écoles où on était obligé. La seule place où un Camerounais pouvait s'en sortir, c'était aller à l'école. Mais on allait aller à l'école pour apprendre, mais ils ne sont même pas capables d'écrire des textes un peu cohérents, pensant qu'ils vont nous perdre. Ça, c'est pour ça dit. Puis tu as, je crois que c'est Famen Dongo, ministre de l'Enseignement supérieur, qui sort, il dit l'école aux écoliers.
moi, ça m'a amené à me poser la question de tu parles en tant que quoi? Tu parles en tant que ministre de l'Éducation, en tant que ministre de l'Éducation de base ou en tant que ministre de la Communication? Donc, si tu dis l'école aux auxiliaires, donc chacun son ministère, laisse le ministère de chacun à sa place parce que ton intervention là, non seulement il est vide de sens, mais il nous amène nulle part. Et il y a un troisième politicien qui a fait une sortie là et ça m'a tellement fait rire. C'est qui ça là? En tout cas, quand ça va me revenir, parce que j'en avais répondu à tous là, mais je ne veux pas. Il y en a qui sont très belliqueux que prononcer leur nom ici, c'est leur donner trop de points dans notre direct. Mais il y a une troisième là, je vais aller revoir ma lettre. Quand vous allez parler, je vais revenir là-dessus. Donc, on constate ici que ces populations, comme vous avez déjà dit jusqu'ici, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Il n'y a personne dont on constate que probablement, je ne sais pas ce qu'il a dit tout à l'heure, je pense que c'est peut-être Marie-Victoire qui a dit ça, ils sont dans une espèce de découragé, donc ils créent, parce que les élèves commençaient à repartir à l'école, la vie commençait à être là, mais il y avait ce qu'ils appellent encore les sécessionnistes. Ils se disent que bon, pourquoi la vie va reprendre son cours quand on sait qu'il y a encore des sécessionnistes? Ils créent ce genre de choses, puis après, pour pouvoir mettre ça sur eux et repartir le débat là-dessus. Mais la question que j'ai à me poser là-dessus, c'est à qui ça profite le crime? Ça profite le crime. À qui? Puisqu'on perd des enfants tous les jours, des familles sont séparées, ça crée des problèmes psychologiques et ça va être notre dernière question. Est-ce que ces enfants-là auront encore envie d'aller à l'école? On va répondre ça dans notre prochaine question. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais passer la parole à Marie-Victoire. D'après toi, qu'est-ce que tu penses de la réaction de ces autorités-là? C'est du flocor avec ces autorités. C'est carrément un silence du président de la République. Paul Biya est où? Même sa photo, nous n'avons même pas vu sa photo parce que nous sommes habitués à voir sa photo tous ces temps-ci. Il n'y a même pas de photo. On décrète une journée de deuil national. On voit 30 personnes pour ce pouvoir génocidaire. Est-ce que la population a-t-elle boycotté ou bien les francophones n'ont plus d'empathie, les francophones ne sont plus solidaires? On se pose des questions. C'est carrément absent, ce gouvernement est absent. Ce n'est pas le problème, ce ne sont pas les oignons. Moi, je vois du mépris envers ce peuple-là, ça s'appelle du mépris, carrément. Ils sont incapables d'organiser un deuil national, ils sont incapables d'arrêter cette guerre qu'ils ont déclenchée eux-mêmes. Tout ce qu'ils nous proposent, c'est la haine, rien d'autre, le tribalisme. Donc, pour moi, c'est un gouvernement absent. Donc, il n'y a pas de gouvernement dans notre pays. Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est la question qu'on doit se poser. Ce gouvernement n'existe pas. Paul Biya n'est plus là. Voilà, c'est ça. Monsieur Biya, vous êtes où? Votre population est meurtrie. OK, ce n'est pas vous qui avez commis ce crime, ce sont les sécessionnistes. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Où est votre face? Quel est le message que vous envoyez à cette population? Quel message de solidarité vous envoyez à cette population? À part taper sur les fautifs, oui, vous tapez sur eux, mais ces enfants-là, cette population-là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on fait d'eux, Monsieur Biya? Vous êtes où? Bon, Françoise, c'est à toi. Quelle est après toi ta réaction? Je sais que tu avais déjà commencé à parler là-dessus. Peut-être juste rajouter certaines choses qui te sont venues à l'esprit comme ça. Exactement, Ida. La question. Où est-il? Biya, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Pour revenir à ce que tu as présenté, ces différents personnages qui sont sortis après 72 heures, il faut qu'on le notifie toujours parce qu'ils ne sont pas sortis ni le même jour, ni le lendemain, ni 72 heures après. Le premier, il sort. Il sort pas pour pleurer, il sort pas pour dire non, qu'est-ce qui peut arriver aux enfants. Non, le mec sort, il dit l'école n'est pas reconnue. Dans un état, l'école n'est pas reconnue, mais elle reste quand même ouverte. Sauf que comme ils sont toujours dans le mensonge, on allait plus loin pour voir la plaque de l'école.
Elle ne ressemblait même pas à une plaque qui avait 50 ans. C'est une plaque qui avait plus de 10 ans. Parce que tout le monde l'a vue à Mondovision. Et même si l'école n'avait pas été reconnue, est-ce que c'était le moment de critiquer l'école? Non. Et même si le critiquer, c'est une honte. Comment tu peux venir dire devant les caméras que l'école, sauf ça veut dire qu'ils laissent les écoles ouvertes, sans contrôle, et baf. S'ils sont morts, c'est tant pis. L'école n'est pas reconnue, c'est tant pis pour les parents. C'est ça le gouvernement, le pays dans lequel on veut vivre? Non, c'est pas ça. Et a dit que c'est les sécessionnistes et tout ça. Nous savons tous que Bamenda, toutes les villes, tous les villages du nord du Nozo sont militarisés. Il faut que les gens le retiennent. Parce que si on vient chez toi, on cambriole ta maison, ça c'est, bon, suppose le cas du vol, le bandit peut partir. On ne peut pas admettre que à Kumba, les sécessionnistes soient entrés, tuer les enfants, partir sans que un militaire ne rattrape un seul. Si on n'a pas pu les rattraper, ça veut dire que ce sont eux. Parce que quand tu dis qu'on a volé chez toi et que 10 ans après, on ne rattrape pas le bandit, c'est toi le bandit. Donc, j'assume ce que je dis devant ces caméras, devant les 70 personnes qui nous suivent. Que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que c'est le gouvernement camerounais qui doit nous ramener le contraire, la preuve du contraire, que c'est le pire qui a tué. Parce que si c'était les sécessionnistes dans une ville militarisée, je ne crois pas qu'ils seraient partis. Même la population aurait entendu les coups de feu entre, comme ça se passe souvent et qu'on entend, entre les sécessionnistes et le pire. Sauf que, comme c'était eux, c'était préparé, on a vu les captures d'écran où le gouverneur parlait avec ces personnes qui devaient entrer en action. C'est ça. Chaque fois, on lance une enquête, pas d'issue. Pourquoi pas d'issue? Parce que ce sont eux. Vous croyez vraiment que si tu tues quelqu'un, tu vas venir dire oui, je reconnais avoir tué, non? Ils vont tourner et l'enquête va rester là. C'est ça. Il faut que le gouvernement camerounais, ils disent qu'ils sont, pour nous, on dit gouvernement, parce que dans un État, c'est normal, il faut qu'il y ait, même s'ils sont illégitimes, pourquoi vous n'agissez pas? C'est des enfants qui meurent, c'est des vies. On dit la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Et quand vous tuez votre jeunesse, vous attendez à quoi demain? C'est ça, on a les larmes aux yeux. Les enfants, encore les enfants. Et on a vu les sensibilités. Je ne sais pas si c'est des francophones. Oui, je dirais des francophones. Hier, à la journée du deuil national, vous avez vu au palais de sport, vous avez vu les vidéos. Où était ce gouvernement? Ils sont combien? Même en France, on n'a pas le gouvernement qu'on a au Cameroun. Ils sont plus de 280. Où étaient les députés de la nation? Où étiez-vous hier au deuil national? Quelle insensibilité! Qu'est-ce que cette partie du Cameroun a fait pour mériter ça? Et alors, si vous ne les aimez pas, actez pour la sécession. Pourquoi vous refusez? Vous ne les aimez pas? Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Laissez-les vivre leur vie. Le deuil national, où étiez-vous? Même pas la moitié du gouvernement. Aucun député. Personne. Là, ça fait mal. Gouvernement insensible. Gouvernement criminel. Gouvernement toujours aux abonnés absents. Bia, où es-tu? Merci. Bon point, hein, merci Françoise de continuer. Vous avez bien fait, les madames, de taper là-dessus. Hein. Hier, effectivement, ça, c'est quelque chose qui m'a même échappé de la tête là. Ils étaient où hier? Ils étaient où? Même comme Marie-Victoire a dit, même la photo là, où est-ce qu'elle était? Tantôt, j'ai fait la recherche, le troisième politicien à qui je me suis adressée et que je veux parler, je m'en ai parlé à plusieurs, mais les autres, c'est pas la peine. Celui que je voudrais revenir là-dessus, c'est Grégoire Orona, qui est le ministre du Travail.
Il a publié, oui, je compatise. Il n'a pas nommé qui est fautif, mais il a dénoncé, il a compati. Mais en tant que ministre du Travail, est-ce que tu as prévu une assurance chômage pour ces enseignants-là? En tant que ministre de Travail, qu'est-ce que tu prévois? Est-ce que tu as un service d'assistance psychologique pour ces enseignants-là? Moi, je parle ici, moi là, je prends ici, je profite de ça pour prendre maintenant ici ma casquette d'enseignante, mes collègues qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce que moi, personnellement, je ne me vois pas en train d'aller enseigner dans une école comme ça le lendemain? J'ai une famille, qu'est-ce qui va m'arriver? Quelle est ma sécurité? Grégoire Ouana, qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis d'accord, tu n'as pas vite sauté aux conclusions comme les autres, mais qu'est-ce que tu fais au niveau du travail? Quel est l'avenir de ces enseignants-là? Quel est le soutien de ces enseignants-là? Qu'est-ce que tu as fait pour eux? C'est ça ma question que je te pose aujourd'hui, Grégoire Ouana. Donc, s'il vous plaît, j'avais écrit cette lettre-là la semaine passée. Allez sur ma page, vous allez voir sur mes murs, sur ma page Ida la Camerounaise. Vous leur envoyez ça. Moi, j'en ai envoyé à titre personnel à ceux que j'ai nommés là et que j'avais les contacts. Pour les autres, là, s'il vous plaît, il faut que cette lettre arrive à leurs yeux. Donc, maintenant, mesdames, c'est ce qui nous amène à passer maintenant à notre point, justement, où on dit quel sentiment, d'après vous, quel avenir on peut espérer pour les jeunes enfants dans cette région-là? D'après vous, je ne sais pas, je sais que c'est une question dans laquelle il y a même déjà la réponse, mais pour vous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous supposez qui va arriver? Est-ce que ces enfants-là vont encore avoir ce plaisir d'aller à l'école? Je ne sais pas, Marie-Victoire, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Je te lance là-dessus la première. Les enfants, mettons-nous à leur place, ils n'iront pas dans cette école. Et même s'ils y vont, ils iront avec la boule au ventre, la peur. Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils seront toujours en train de regarder de côté pour voir s'ils seront massacrés. Donc, pour moi, ces enfants n'iront pas. Si ce n'était que moi, que ces enfants restent à la maison. Ils n'iront pas. Ils n'oublieront pas ce qui s'est passé. Déjà, il y a déjà une psychose même qui s'est installée dans toute la zone. Est-ce qu'ils iront encore à l'école? Et nous, maman, allons-nous laisser ces enfants aller dans ces écoles? Je ne crois pas. Là, ça va être le décrochage scolaire. Ça va être une zone, leurs diplômes ne seront pas reconnus sur le plan international. Tout à fait. 4 ans, pour moi, c'est 4 ans perdus. Parce que même ceux qui vont à l'école, je crois que leurs diplômes ne seront pas reconnus. Puisqu'il y a des enseignants aussi qui sont à la maison. Donc, pour moi, que ces enfants restent à côté de leurs parents. Déjà même à côté de leurs parents, ils ne sont pas aussi en sécurité. Puis, Marie-Victoire, tu te rappelles, tu avais mis même une solution. Hein? Il fallait l'étendre même à travers le Cameroun. Il fallait être solidaire par rapport à ça. Parce que s'il n'y a pas école dans le nord-ouest, pourquoi il y a dans le nord-ouest, le sud-ouest? Pourquoi il y a école au nord, à l'extrême nord, au centre, au sud, au littoral? Est-ce que cette zone n'appartient plus au Cameroun? Pourquoi il y a une école dans une partie? Pourquoi est-ce qu'il y a certains enfants dont les années scolaires sont sacrifiées et pas d'autres? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Et qu'est-ce que les autres ont fait pour mériter ce qu'ils ont? Fait que tu te rappelles cette idée-là de vraiment rendre ça sur l'étendue. Moi, je pense que c'était aussi une très bonne suggestion. Donc, merci beaucoup, Marie-Victoire. Françoise, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Quel est l'avenir de ces enfants? Par rapport au retour de l'école, ce que je vais dire déjà aux parents, je n'ai pas compris en fait, ça m'a écœuré. Je n'ai pas compris pourquoi le lundi suivant, ils ont envoyé les enfants à l'école. Nous avons tous vu le mouvement d'humeur qui s'est produit dans des lycées, les collèges, les écoles et tout ça. On pouvait encore avoir des morts. Ça, c'est de l'inconscience. Je dis, qu'ils aillent à l'école ou pas, ils iront travailler où? Parce que nous-mêmes qui avions des diplômes, on est réfugiés
en Occident. Pourquoi mettre en péril la vie de ces enfants? Je n'ai pas compris les parents. Parce qu'il fallait au moins, parce que c'est comme si le gouvernement va dans des familles, fait passer ce qu'on a vu là comme un jeu. Parce qu'en temps normal, avec ce qui s'est passé à Kumba, comme Ida, tu l'as dit, c'était qu'on étende non à l'école pour le territoire. Parce que ce qui s'est passé, la façon dont les enfants ont été tués, comment un parent a pu avoir ce courage d'envoyer son fils, son enfant, sa fille à l'école le lundi. Ça, je n'ai pas supporté, j'ai dit, encore le Cameroun dans l'inconscience, dans la manipulation du gouvernement. Il faut que les gens comprennent que aujourd'hui, avec les parents conscients aujourd'hui, n'ont plus le courage et ne doivent même plus avoir le courage de courir le risque parce que on ne sait pas quand quelle école sera encore la cible. Donc une psychose s'est installée et c'est comme ça et ça doit être comme ça. Les parents doivent prendre conscience, les parents doivent écouter. Ce qui se passe, ce n'est pas de l'amusement, c'est des enfants tués par balle. Et ce qu'ils ont utilisé pour tuer, ce n'est pas un pistolet. On a vu le cerveau des enfants, on a vu les têtes. Comment ils ont pu avoir le courage. Et ce qu'on demande aux francophones, solidarité. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est au Nozo, demain, vos enfants n'auront même pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les anglophones, demain, ça sera vous, les francophones. Tant que vous ne vous levez pas pour être solidaires, pour dire non, ce sont nos frères qu'on a tués dans le Nozo, nous n'irons pas à l'école. Demain, ça sera vous. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la zone, pas seulement la zone du Nozo, le Cameroun, l'étendue du territoire tout entier, l'école devait être arrêtée pour dire stop à cette guerre. Pourquoi nous, on doit évoluer? Pourquoi pas eux? C'est ça. Merci. Merci, Françoise. Marie-Victoire, tu vois que ton idée est bien populaire, hein? Ton idée est vraiment populaire parce que je lis même les commentaires. Les gens sont même pour que non à l'école sur toute l'étendue du territoire camerounais. Pourquoi sacrifier une génération et laisser d'autres avancer? Elle commence à être bien populaire. Villageoise du Quat, toi, quel est ton mot? L'avenir de nos enfants dans cette région-là? Quelle est la psychologie de ces enfants? Comment ils se sentent actuellement? Ont-ils des séquelles? Auraient-ils envie de retourner à l'école? Vas-y, on t'écoute, ma mère. En fait, je vais rebondir et revenir un peu, je vais faire quelques bons en arrière. Parce que le problème, il est profond. Il faut bien comprendre que le gouvernement camerounais fait tout pour montrer à la face du monde entier que tout va bien au Cameroun. En l'occurrence, les écoles. Du moment où les écoles sont ouvertes, c'est une preuve pour ce gouvernement que la vie normale a repris dans le nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Alors, quand je vous entends parler de ces mamans, j'ai entendu ma combattante Françoise en parler et aussi la grande Marie-Victoire dire école morte. Mais laissez-moi, excusez-moi, je vais un peu en rigoler. École morte où? Au Cameroun? Mais j'ai envie de me demander où sommes-nous? Nous sommes tous issus de ce pays. On sait comment ça se passe. Et ça m'a fait repenser à cette histoire à cet idiot qui allait dans les écoles vacciner les enfants et que les parents n'avaient même pas le droit de dire non à ces vaccins. Donc, vous croyez que c'est possible aujourd'hui au Cameroun que la partie francophone qui manque de solidarité envers cette zone puisse déclarer école morte? Mais comment est-ce qu'on peut en arriver? Déjà, ils ont de la peine. Les francophones ont de la peine à sortir dans la rue pour soutenir, pour dénoncer cette guerre qui se passe dans le nord-ouest, sud-ouest. Et vous croyez qu'ils auront le courage de ne pas envoyer leurs enfants à l'école? Parce que pour eux, moi, je l'avais déjà dit dans l'un de mes directs passés, ça sert à quoi d'envoyer des enfants à l'école quand on sait qu'à la fin, ce n'est même pas parce qu'il y a la guerre dans le Nozo, quand on sait qu'à la fin, ils sont appelés à être bensikineurs, joueurs de PMUC ou bien pousseurs. Ça sert à quoi d'envoyer des enfants à l'école dans ce contexte?
hormis le climat, hormis cette guerre, même avant cette guerre, il y a quoi? C'est pour être quoi après? Tous ceux qui ont fréquenté avant nous là, ils sont quoi? Ils ont des diplômes, ils ont des licences et tout. Ils sont quoi? Ils sont géreurs de PMU, de boxe de PMU, c'est école boxeur, ou alors Ben Skinner. Dans un pays, pour moi, je ne sais pas, j'ai de la peine parce que je dis toujours, nous, on a la chance, hein. Il faut le reconnaître, nous, on a la chance. On est peut-être les quelques gens que l'âge de Noé, c'est-à-dire les survivants que Noé avait pris pour reconstruire le monde. On est en quelque sorte ça parce que quand moi, je regarde ici, la psychologie, on a décapité un professeur. Là, lundi, quand l'école va reprendre, on a déjà reçu les mails de l'établissement qui disent qu'il y aura 1 minute de silence. Il y aura 1 minute de silence dans l'ensemble du territoire français. Ça, c'est pour un seul professeur qu'on a décapité. Un seul. C'est décrété. On a reçu déjà les mails dans nos boîtes mail, comme quoi, à 11 h demain, il y aura 1 minute de silence pour la mort de ce professeur. Ça, c'est une seule personne. Alors, au Cameroun, on ne compte plus les morts. Ils sont incapables de faire un deuil national, ils sont incapables de tout, et vous attendez à ce qu'ils déclarent école morte, c'est impossible. Ces enfants, ils ne se reconstruiront jamais, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement psychologique au Cameroun, il n'y a pas de psychologues, et même s'il y avait des psychologues, il faut payer pour avoir accès à cela. Comment est-ce qu'ils vont se reconstruire? C'est mission impossible pour eux. Ces enfants, est-ce qu'ils savent même pourquoi il y a cette guerre dans leur village? Est-ce qu'ils savent le pourquoi de cette guerre dans leur ville? Ils ne savent pas. Parce que pour moi, les enfants ne sont pas concernés par ça. Ils ne sont pas concernés par ça. Comment expliquer à une fille de 10 ans le pourquoi il y a la guerre chez elle, dans son village, dans une partie du Cameroun? Et de l'autre côté, il n'y a pas la guerre. Comment expliquer cela à un enfant? Comment expliquer à un enfant que non, le voisin, ta voisine, elle est partie à Yaoundé parce qu'elle a fui la guerre et que vous êtes resté ici parce que vous n'avez personne chez qui vous pouvez aller habiter à Yaoundé? Comment expliquer cela? Que ceux qui sont restés là-bas sont permanemment en danger. Il n'y a pas de réparation, Ida la Camerounaise. Il n'y a aucune réparation pour ces enfants. Aucune. Ces enfants sont meurtris dans l'âme. Il n'y a pas d'accompagnement. Ils grandissent avec un traumatisme parce qu'ils côtoient la mort tous les jours. Ils ne savent pas le pourquoi. Et on ne leur explique pas que cette guerre, c'est pour ceci, on a tué un tel pour cela. Et ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, ce sont des enfants qui grandissent. Ils grandiront avec des séquelles. Ils grandiront avec des séquelles. Je vous assure que quand vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays, l'accompagnement qu'on met auprès des enfants pour leur expliquer le pourquoi d'un tel acte, et qu'au Cameroun, on n'a pas tout ça. Comment pensez-vous que ça puisse être possible que ces enfants puissent demain ne pas être traumatisés, ne pas faire des cauchemars? Vous imaginez les enfants qui étaient dans cette salle de classe, les survivants, quand ils ont vu des têtes coupées et tout, mais ce sont des enfants qui, je n'ose même pas imaginer leur état psychologique. Je n'ose pas, parce que c'est des cauchemars. Psychologiquement, vous allez les voir, ils vont devenir des futurs fumeurs de banga, ils vont se jeter dans des trucs horribles. On va se demander pourquoi l'enfant est devenu comme ça. Pourtant, il y a une raison bien profonde. Qui est son passé? Qui est son vécu? Et tant qu'il n'y a pas d'accompagnement vis-à-vis de ces enfants, vis-à-vis de cette population, c'est encore et encore une seconde mort pour eux. Une seconde mort. C'est pour cela que, comme je l'ai dit, seul le gouvernement camerounais a la solution à ces problèmes de guerre qui est dans le nozo. C'est eux seuls qui ont la solution. Et c'est eux seuls qui peuvent mettre une fin à cela. Qu'ils laissent cette population tranquille. Parce que ces ministres qui viennent fanfaronner devant nous, qui viennent pondre des discours à 2 balles, leurs enfants ne fréquentent pas dans cette zone. Leurs enfants ne fréquentent pas dans ces zones. Les enfants sont à l'ENAM, d'autres sont à l'étranger. Leurs enfants sont gardés. Ils ne se sentent pas concernés. C'est pour cela qu'ils sont sans scrupules quand il faut venir s'exprimer. Ils n'ont pas d'état d'âme parce qu'ils ne se sentent pas concernés du tout. Tout au contraire, ils ne protègent que leur intérêt. Et ces enfants, ce sont les sacrifiés, j'ai envie de dire. Ce sont des enfants sacrifiés. Merci, Ida. Oui, les enfants sacrifiés, mais combien de générations vont être sacrifiées? Comme ça, beaucoup, je pense. Parce que là, on est déjà 4 générations, 4 Tout à fait. morts,
cohortes qui ont été sacrifiées. À un moment donné, là, il faut que ça s'arrête. Et c'est ça qui nous amène au prochain point qui est notre dernier tour de table avant notre mot de la fin. Quelles sont les solutions? Je sais que Marie-Victoire vient avec l'idée de l'école qui est fermée pour tous. Oui, je comprends aussi en même temps Marie-Victoire qui dit que les francophones ne sont pas solidaires. Et même, hein, c'est au-delà de même juste cette crise du nozo, c'est la réalité au Cameroun. Quelle est la solution? Quel remède? Quelle est la solution miracle? Donc, je vais laisser Françoise te lancer là-dessus. Peut-être tu vas être la magicienne, on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme solution? Merci. Solution. La rubrique solution, est-ce qu'il faudra me laisser un point d'interrogation? Je pense pas. Je pense pas parce qu'on sait tous, comme villageoise, je crois que là, si bien dit, la solution est entre les mains du gouvernement camerounais. Pourquoi entre les mains du gouvernement camerounais? Parce que c'est eux qui ont décidé d'installer cette guerre. Et nous allons leur rappeler que la solution n'est pas la solution militaire qui court et qui a échoué depuis 4 ans. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans leur tête, mais on les implore qu'ils fassent tout pour arrêter cette guerre. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup plus le regard sur la population du Nozo, mais on oublie souvent que ces militaires qui décèdent aussi, ils appartiennent à des familles. Ils ont des enfants, ils ont des femmes. Oui, ça fait mal. Est-ce que la famille de ces militaires vont continuer à accepter que oui, ou une maman elle continue à dire oui, j'ai fait un enfant, baf, je l'ai livré au Nozo? Non. Pourquoi ces militaires ne prennent pas conscience? Ça veut dire que toi, je m'adresse aux militaires, tu es né pour aller te suicider parce que là, c'est un suicide. C'est un suicide parce que d'office, le gouvernement camerounais sait qu'il a perdu cette guerre. Sinon, à les entendre parler 4 ans en arrière, la guerre ne pouvait même pas faire 1 an. Mais ils se sont rendus compte que face aux ambazoniens, il n'y avait pas le Dieu. Donc, on redit encore, la solution miracle, c'est Ngongo qui le détient parce que Biya est où? Biya est mort. C'est pas pour dire que Biya n'a jamais rien fait pour le Cameroun, mais si Biya était vivant, actif, il se serait déjà prononcé face à tout ce qui se passe. Mais comme c'est un groupe de personnes qui se sont arrangées pour se faire passer le pouvoir de gré à gré, ils se sont dit, bon, on va essayer de voir si on peut tous les tuer et prendre le pouvoir. Non. Aujourd'hui, la jeunesse, même s'ils sont passifs aujourd'hui, dans 2 ans, ils seront plus passifs. Ils vont agir. On va se battre. Sinon, c'est parce que vous saviez que vous aviez perdu, que vous aviez envoyé vos enfants en Israël, partout. Pourquoi ne pas les laisser au Cameroun? Si vous saviez vraiment que vous deviez rester, diriger ce pays, de grâce, on vous prie, on vous supplie. Pensez aux familles de ces militaires, si vous les aimez. Chers militaires, pensez à vos parents, pensez à vos femmes, pensez à vos enfants. Vous voyez les vidéos tous les jours. À quel moment le chef de l'armée a participé à un hommage aux militaires? Jamais. Bon, pour eux, vous ne représentez rien. Vous n'êtes que des animaux. Ici, en Europe, un animal vaut même qu'un être humain. Ça veut dire que vous ne valez même pas un animal pour eux. Prenez conscience. Réveillez-vous. Vous avez l'arme. Eux, ils n'ont rien. Ils peuvent même rien faire. Retournez l'arme contre eux pour vous sauver et sauver la zone anglophone. C'est tout ce que j'ai à dire ce soir face à ces solutions. Merci, Ida. Merci, Françoise. Là, c'est une solution, hein,
interpellation, les militaires, joignez-vous, prenez vos responsabilités. On ne veut pas un changement par la force ou par l'armée ou un coup d'État, mais soyez solidaires, pas de nous, mais de la population. Regardez ces exactions. La prochaine personne, je vais demander à Marie-Victoire, mais j'ai vu un commentaire ici qui attire mon attention de Douala Gando, qui apporte la solution qui est le chassement. Qu'est-ce qui vient dans le chassement? Je pense que c'est ce que nous on fait, même ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est le chassement. Nous, on veut des nouvelles solutions. Le chassement, on le fait depuis le début de la lutte et on fait en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies dans le chassement qu'on n'a pas encore essayé et qui nous font encore essayer? Parce que rendu à l'étape où nous sommes, vraiment, on est à court d'idées. Donc, Marie-Victoire, c'est à toi de la parole. Qu'est-ce que tu proposes à ton tour? Moi, j'ai encore espoir. On dit que l'espoir fait vivre. On voit des petits mouvements de femmes là maintenant au 237. Les femmes qui se lèvent, qui manifestent, elles ne sont pas en grand nombre, mais c'est déjà ça. Et je crois que nous devons poursuivre notre mobilisation ici dans la diaspora. Nous devons continuer à dénoncer ce régime génocidaire qui tue nos enfants au lieu de les protéger. On dit toujours ce que femme veut, Dieu le veut. Paul Biya, par exemple, est encore à Etoudi grâce aux femmes. Paul Biya, la photo en quelque sorte. Chantal Biya, la fausse maman de la nation, est inexistante. Elle est où? On parle de Paul Biya. Chantal Biya est où? Donc, comme on dit, ce que femme veut, le plus souvent, Dieu le veut. Ce sont les femmes qui maintiennent encore ce gouvernement là où il est là. Parce que quand on leur demande de sortir, elles sont nombreuses dans les marches de soutien. Mais quand il s'agit des marches de revendication, on ne voit personne. Mais chaque fois, on constate que chaque fois que nous, les femmes, nous adhérons à un mouvement, il y a toujours des résultats. La preuve, je ne prends pas loin, je prends à côté de moi. La base, par exemple, tient debout grâce aux Amazones. Donc, nous, les femmes, nous sommes courageuses, nous sommes déterminées, nous sommes prêtes au sacrifice suprême pour défendre nos positions. Donc, tout ce que je souhaite, que ces petits groupes de femmes qui se lèvent au 237, ces petits groupes continuent de s'agrandir et il y aura un déclic. C'est-à-dire, nous attendons toujours ce petit déclic pour mettre toutes les femmes dans la rue. Elles manifestent ces jours. Elles ne sont pas arrêtées. Si le nombre augmente, si toutes ces femmes se mettent dehors pour réclamer le départ de ce gouvernement inexistant, de ce président qu'on ne voit pas, de cette première dame qu'on ne voit pas, ce sera la fin de cette tyrannie, de cette dictature. Mais quel sera ce déclic? Peut-être nous déjà dans la diaspora, rassemblons-nous, montrons-leur l'exemple et je crois que elles pourront aussi se mettre ensemble dans les rues. Merci, Ida. Oui, la solution de Marie-Victoire, c'est donner le combat entre les mains des femmes. C'est vrai, hein? C'est vrai. Les femmes, félicitations déjà à toutes ces femmes-là qui, au Cameroun, prennent des initiatives petites, grosses, sont à saluer. Vraiment, bravo à toutes les femmes. Et c'est là où je trouve pertinent ton point où tu dis qu'il faut être positif et puis il faut maintenir le cap dans le sens où quand on commençait notre projet où on se disait les femmes doivent se lever,
on ne savait pas qu'à un moment donné, vraiment, ça allait prendre de l'ampleur. Puis effectivement, il faut garder le cap, il faut toujours être positif, il faut rester déterminé, il ne faut pas se décourager. Puis Marie-Victoire, il faut souvent nous rappeler, moi je fais souvent partie de ceux qui à un moment donné se disent, je fais même ça, pourquoi ça ne marche pas? Donc si tu vois à un moment donné, moi je commence à me fatiguer là, continue à me booster aussi parce que ça prend beaucoup de l'énergie pour rester debout dans ce combat. Et c'est vrai, les femmes, ça c'est un message fort. Rejoignons-nous à ce combat, entrons dans cette lutte, engageons-nous. Merci pour ta solution, Marie-Victoire. On va aller avec Villageoise du Quad. C'est quoi ta solution? Alors, déjà, je vais aussi embrasser le compliment fort de Marie-Victoire à l'endroit de ces femmes qui se lèvent au Cameroun. Et puis, il faut qu'on appelle le chat-chat et le chien-chien. Ces femmes, dans la page Facebook est Outrage et Outman, ce sont des femmes vraiment qui sont levées et vraiment dont nous apprécions au jour d'aujourd'hui les actions qu'elles essayent de poser un peu partout au Cameroun. Nous avons vu ces femmes aller à Kumba pour faire le deuil avec ces victimes de ce qui s'est passé l'autre jour. Donc, nous disons un très grand bravo parce que c'est ce que nous recherchions depuis, des femmes qui se lèvent au 237. Et aujourd'hui, je dis que c'est vraiment en train de se mettre en place petit à petit. On ne peut que les encourager dans ce sens, les motiver encore plus. Et les encourager, c'est quoi? C'est d'aller partager leurs initiatives, s'abonner sur leur page pour que cette page soit visible et pour qu'elle pousse d'autres femmes au niveau du 237 à rejoindre ces femmes qui sont déjà levées et qui sont très engagées et bien préciser que c'est apolitique, c'est-à-dire c'est un mouvement apolitique. Il n'y a pas d'étiquette dessus. Que tu sois, il faut juste que tu sois partisan du changement pour le Cameroun. Tu peux rejoindre ce mouvement, Outrage Women, dont vraiment je souhaite une très grande réussite. Moi, juste de les voir comme ça, j'ai les larmes aux yeux, je me sens envieuse parce que je suis admirative, pas envieuse, je suis admirative du courage qu'elles ont aujourd'hui. Donc, un grand bravo à ces femmes. Et pour moi, côté solution, Ida, la Camerounaise, je pense que la seule solution est entre les mains du gouvernement camerounais. La seule solution est entre les mains du gouvernement camerounais. Et la seconde solution, vu que le gouvernement ne réagira pas d'aussitôt parce que les enjeux sont énormes pour eux, la deuxième solution, c'est la rue. C'est de descendre dans la rue. C'est l'ultime solution du peuple. Quand le peuple camerounais comprendra que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous qui sommes à l'étranger, nous le faisons pour eux qui sont au Cameroun. Et c'est pour ça que nous devons saluer vraiment ces femmes qui sont sur le terrain aujourd'hui parce qu'elles sont les premières concernées. Elles sont vraiment au cœur de l'action et c'est admirable. Donc, il n'y a que la rue qui puisse nous libérer de cette tyrannie ignoble dont vit le peuple camerounais. Il n'y a que la rue. Merci beaucoup. OK. Alors, je vais résumer les solutions. Donc, la première solution, c'était celle de Françoise, qui était que les militaires, que l'armée se joignent à nous. Pas pour la violence, pas pour faire un putsch, mais c'est d'être soutien de son peuple qui est meurtri, de ne plus de se laisser qu'on se serve d'eux pour faire mal à ce peuple-là. Donc, que l'armée essaye d'utiliser son bon jugement avant d'intervenir. Maintenant, il y a la solution de Marie-Victoire qui est de maintenir cet encouragement, cette galvanisation qu'ont les femmes qui s'engagent de plus en plus dans cette révolution, les femmes qui prennent de plus en plus de jour en jour de leadership, surtout au niveau du 237. Et merci Villageoise du Quad, tu as prononcé un nom d'une femme, des femmes au Cameroun en ce moment, Outrage Women. S'il y en a d'autres, s'il vous plaît, faites nous savoir s'il y a d'autres organisations parce que peu importe les organisations, peu importe le mouvement, peu importe tout ce que nous voulons voir une marée humaine de femmes dans les rues du Cameroun. Donc, nous sommes prêtes à vraiment encourager, motiver. Si quelqu'un parmi vous connaît les différentes pages de toutes ces organisations, mettez les liens ici. Les gens vont aller s'abonner. Toute organisation féminine,
Tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement apolitique, comme tu l'as dit. Galvaniser on veut des relais, on veut des femmes de relais au 237. Choisissez le nom que vous voulez, portez la casquette que vous voulez. La seule mission qu'on vous demande, c'est on veut des marées humaines de femmes dans les rues. Donc, mettez les différentes pages ici, on va publier. On va partager, on va inviter les gens à s'abonner là-dessus pour voir vos actions. Et j'ai la villageoise du Quad qui, effectivement, c'est le gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais, prenez votre responsabilité. Vous dites que vous êtes vivant, que vous êtes actif, vous travaillez, mais vous nous l'avez montré hier, votre absence, vous avez brillé par votre absence hier. Rien que ne serait-ce mettre la photo pour soutenir ces populations endeuillées. Il y a une deuxième partie que tu as dit, villageois du Quad, qui m'est sortie de la tête. Tu as dit, si le gouvernement ne peut pas, c'est quoi l'autre option que tu leur proposes? La rue. Voilà. Et la rue, ça passe justement par ces mamans-là, ces mamans. On a fait confiance. Avant, on disait les Camerounais sortez, mais maintenant on dit les femmes, faites sortir vos enfants. Les femmes, faites sortir vos enfants. C'est de ça qu'il est question. Alors, ça, c'était le dernier point de notre direct. Nous sommes quasiment à la fin de notre direct. Maintenant, on va faire un dernier tour de table, puis chacun va dire son mot de la fin et on va se séparer. Alors, je vais commencer par toi, Marie-Victoire. Ton mot de la fin. Mon mot de la fin, je dirais non à la barbarie, non aux infanticides, non au génocide dans le Nozo, non à l'exécution des enfants. Oui à une meilleure redistribution des richesses du pays. Oui au cessez-le-feu. Oui à la paix, oui au dialogue. Que les âmes des enfants innocents exécutés à l'école à Kumba, que les enfants de Garbu reposent en paix. Les coupables doivent être punis et hantés par ces morts d'enfants. Paul Biya, Chantal Biya, vous serez hantés. Vous serez punis. On ne sait même pas si vous existez. Quel mépris pour un peuple. Nous, les mamans, nous resterons traumatisés à vie par ces morts, par ces exécutions, par ces douleurs intenses. Je dirais, nous ne voulons pas savoir qui a fait, qui n'a pas fait. Nous voulons la paix au Nozo. Nous voulons la paix à l'extrême nord parce qu'on oublie souvent cette zone. Nous voulons la paix dans nos écoles. Nous voulons la paix au Cameroun. Merci. Merci Marie-Victoire pour ton mot de la fin. Françoise, ton mot de la fin, c'est à toi. Merci Ida, mon mot de la fin. Je pense que on aurait chacun de nous un mot de fin lorsque la guerre va cesser dans le Nozo. Ce que je peux dire aujourd'hui à tous les Camerounais, patriotes ou je ne sais pas comment ils le disent, patriotes du ventre ou tontinards. Ce que je vais dire, c'est que prenons conscience de ce que Biya ne vit plus. Parce que même quand on pose la question de Biya et où, c'est juste pour dire à ceux qui se sont embrigadés au pouvoir de déclarer officiellement son décès ou son inaptitude. Oui, Biya est inapte. Oui, Biya est mort. Oui, Biya est décédé. Parce que dans un pays où il y a un dirigeant, il y a des morts de la maladie et qui ne réagit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les Camerounais doivent prendre conscience. Et je vais encore rappeler aux Camerounais, le problème c'est, comme les gens se sont installés à la tête, c'est pas, on ne se bat pas pour installer qui que ce soit.
Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un leader qui a un bon programme, qui est respecté et respectable, de par sa conviction, de par sa fidélité, celui-là qu'on appelle tous le président élu Maurice Kamto. C'est pour cela on est derrière lui parce qu'on a vu ce programme, on a vu sa détermination, sa fidélité au peuple. Parce que si on avait vu un peu Ni Jong-Fundu dans le président élu Maurice Kamto, je pense qu'aujourd'hui, aucun Camerounais ne se serait intéressé à ce qui se passe aujourd'hui. Si on s'est intéressé, c'est parce qu'on a vu la vérité. On a vu, on a compris, on a vu un homme prêt à donner sa vie pour ce pays. Les Camerounais doivent se dire qu'il n'y en ait plus. Et on doit procéder à une réélection. On doit déclarer la vacance du pouvoir. Donner la chance à ceux qui prétendent être président demain. Je vais dire ces pseudo-proposants qui pensent que après c'est eux qu'on va mettre à la place de Biya. Nous exigeons au gouvernement, aux Camerounais, chacun, là où il est, de mettre sur sa page. Biya est mort, exigeons la vacance. Qu'une élection soit déclarée et que les partis qui doivent s'engagent dans cette élection. Nous, on ne veut pas de ce gouvernement où quelqu'un s'est accaparé le pouvoir, décide de la signature et le peuple calme. C'est pour en revenir à ce que villageois du Quat a dit. C'est vrai. Vous pensez vraiment que dans la zone francophone, les enfants n'iront pas à l'école? C'est vrai. Ils iront. Ils iront. Prenons toute conscience de ce que Biya ne vit plus. Ou alors, pour ceux qui le veulent, que Biya est inactif. Quand un président est inactif, même dans une maison, quand un parent est inactif, celui qui est actif prend le dessus. Et c'est comme c'est un pays, ça va se passer par une élection. Donc, nous, Camerounais, aujourd'hui, prenons conscience, disons tous, obligation à la vacance du pouvoir. Obligeons ceux qui se sont accaparés du pouvoir aujourd'hui de déclarer la vacance du pouvoir afin que les nouvelles élections se passent au Cameroun en toute transparence et que le meilleur gagne. Merci. Ouh, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Puis là, j'ai dit quoi? Alors, ne lance pas encore. En fait, merci, Sharon. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Déjà, je vais remercier le plateau, remercier toutes ces dames pour cette belle rencontre qui a eu lieu aujourd'hui, cet échange formidable que nous avons eu. Nous avons l'habitude peut-être de nous côtoyer sur le terrain et peut-être pas forcément tout le temps, mais aujourd'hui, nous avons vraiment eu une occasion magnifique d'échanger et je trouve ça très enrichissant. Et je pense que des plateaux comme ça devraient se répéter un peu plus souvent dans un sens d'enrichir le combat. Bien évidemment, je veux aussi remercier tous ceux qui nous ont suivis, qui ont partagé le direct et qui ont pris la peine de nous accompagner durant ces 1 heure. Mais une chose est certaine pour ma part aujourd'hui, c'est que nous sommes, le plus difficile était de se lever au niveau du 237. Et ça a été fait. On s'est déjà levé. Maintenant, quand on est debout, il faut qu'on marche. Et c'est ça le plus difficile, c'est ça la complication. On s'est levé, on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on est conscient de toutes ces injustices, on est conscient de toutes ces exactions, mais il faut encore qu'on pousse pour que les choses aillent plus vite. On est satisfait, on n'est pas à 100% satisfait de ce qui se passe au niveau du mouvement, c'est-à-dire les gens se lèvent petit à petit, doucement, doucement. On aimerait que ça aille plus vite parce que 38 ans, 40 ans de dictature, il faut qu'on déracine cela au plus vite pour pouvoir reconstruire un Cameroun nouveau et revoir, voir des enfants grandir dans de meilleures conditions.
Donc, tout simplement, je dirais, pour moi, pour ma part, c'est qu'un Cameroun nouveau est possible. Il ne faut pas qu'on oublie cela. On a beau nous décourager à travers sur les réseaux sociaux, on a beau intimider la population, on a beau, la milice de Biya a beau payer des gens pour désactiver les comptes des combattants, pour toujours nous museler, même à travers les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes convaincus au jour d'aujourd'hui qu'un Cameroun nouveau est possible. C'est pour cela qu'on est là, à nous exprimer, à échanger, à donner nos ressentis, à soutenir une population qui a l'impression d'être à l'abandon. Mais nous, on ne peut les soutenir qu'à travers ce que nous faisons là. On ne peut pas faire plus que ça parce que financièrement, nous n'avons pas les moyens. Mais sur le plan de la mobilisation, de la sensibilisation, je pense qu'on donne tellement. Parce que chaque jour qui fait, on innove dans des concepts, on cherche, on se creuse l'esprit pour mettre de nouvelles choses en place, pour ne pas rester, pour ne pas stagner en fait. On essaie tout le temps d'innover le combat, d'innover pour faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas rester là à s'endormir, à se dire, on ne peut pas s'asseoir sur nos acquis. Donc, pour ma part, c'est, on doit continuer à s'encourager mutuellement. On ne doit pas fléchir. On doit être plus déterminés que jamais. Et plus que jamais, il faut que nous, les femmes, nous comprenions que c'est à nous de porter ce combat. C'est à nous. Il ne faut pas que quelqu'un vous fasse croire le contraire. C'est nous l'essence de ce combat. C'est nous l'essence même. C'est-à-dire, c'est à nous de sortir encore plus massivement parce que je pense que tous les hommes, tous les enfants, tous les grands garçons, s'ils voient leur mère prendre la rue, ils seront forcément obligés de les accompagner. Ils seront obligés. Tu vois ta mère qui s'en va dans la rue manifester, tu veux aller la protéger. L'homme qui voit sa femme aller dans la rue a envie aussi d'aller la protéger. Donc, je pense que c'est nous les femmes. Nous sommes le moteur, nous sommes l'essence même de cette révolution, de cette lutte pour la libération du Cameroun. Donc, franchement, j'ai été très heureuse aujourd'hui de partager ce plateau avec vous. Tu as été excellente, Ida. C'était la première fois, c'est la première fois d'ailleurs qu'on arrive à échanger comme ça en direct. J'ai beaucoup apprécié, j'ai admiré l'éloquence de tout le plateau. Donc, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Je confirme qu'on a eu, je ne suis pas en train de dire que les autres plateaux n'étaient pas aussi bons, mais ça, c'est effectivement, je confirme que celui-ci il était également aussi très bon. Vraiment, merci, mesdames, d'avoir assuré. Je pense qu'on est à peu près à 1h45 et les échanges sont très, très intéressants. J'ai eu des arguments. C'est différent que lorsqu'on est dans des forums, donc on a le temps de se regarder, puis chacun essaye de bien présenter son idée de manière claire. Donc, on tient à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Je sais que parmi vous, mesdames, vous nous avez amené votre public. Déjà, je profite de l'occasion pour vous inviter tout le monde après à aller sur le direct de la villageoise du Quad qui est à quelle heure? Juste après le nôtre, là. Juste après celui-ci. Donc, juste après ce direct, villageoise du Quad sera en direct pour parler d'un autre sujet qui est, tu peux annoncer ton sujet, tu veux parler de... Oui, merci Ida. Donc, en fait, je vais être en direct tout à l'heure parce que j'ai encore une fois de plus, j'ai pas ma langue dans la poche. Hein, donc, je pense que c'est quelque chose que les gens ont déjà quand même remarqué en moi, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe, j'aime toujours courir pour aller pour réagir. Donc, j'ai vu ces artistes camerounais aujourd'hui enfermés dans un enclos au niveau du lycée bilingue de Yaoundé et ils disent qu'ils sont en train de faire une commémoration. Donc, pour moi, je suis outrée et je pense que je vais échanger un peu dessus tout à l'heure sur ma page. Voilà. Donc, c'est un peu ça. À la fin de ce direct, nous vous invitons tous à aller sur la page de Villageois du Quad. Vous allez retrouver Marie-Victoire tous les vendredis. Ah, maintenant, avec le décalage horaire, je ne sais plus. C'est quelle heure finalement, Marie? 22h. 22h. 22h tous les vendredis à 22h pour À nous la parole. Ça va être un programme sur lequel vous pouvez l'appeler en tout temps pour l'écouter. C'est également ici sur notre page Bobby Tanap. Françoise, as-tu un mur? Est-ce qu'il y a que tu veux qu'on fasse une promotion de ça? Non, ce que je peux dire, c'est merci déjà Ida pour ce plateau. Merci à tous les Bobby Tanap, Marie-Victoire, la villageoise du Quad, comme elle dit. Celle qui n'a pas sa langue dans la bouche, une femme qui est vraie, parce que c'est mieux d'être vraie que de faire l'hypocrisie pour se faire aimer.
jeudi, je suis vraiment très émue. Je n'étais pas habituée, vous m'aviez encouragée, j'ai dit, je ne suis pas habituée au plateau. Ida, tu as dit non, tu vas y arriver et je pense que je ne peux pas m'apprécier. Je sais que malgré... Tu as assuré. Donc, j'invite, même si elle n'a pas encore de page et vous n'êtes pas encore amis avec elle, je pense qu'elle a un mur Facebook qui est Françoise D8. Des fois, comme elle vous a dit, elle fait le direct dans les noirs. Bientôt, je crois qu'elle va commencer à faire le direct dans la lumière. Donc, je vous invite à aller aussi des fois sur sa page. En attendant, continuez à rester scotché sur la page de Bobby Tanap. Allez vous abonner sur la page Outrage Women. Et toutes les femmes de la révolution, même pas, excusez-moi, parce que quand je dis révolution, c'est divisé, c'est restreint. Donc, toutes les femmes indignées aussi par rapport à tout ce qui se passe, nous vous invitons aussi, hein, ça n'appartient pas à un bord ou à un autre, c'est toutes les femmes qui se sentent indignées. Je vous invite à aller venir nous rejoindre dans notre groupe de travail 5000 femmes indignées, vous abonner sur notre page pour qu'ensemble, on va mettre sur pied des actions aussi qui pourront toujours aider à la révolution. Sur ce, nous allons donc mettre un thème au direct. Je vais vous demander aux femmes de ne pas vous déconnecter. Je vais juste arrêter le direct sur Facebook parce que souvent, on finit, on s'en va. Il faut quand même qu'on fasse un retour sur notre direct. Donc, c'est pour ça que je préfère dire en live. Donc, pour les autres, passez un bon dimanche et vous allez nous retrouver dimanche prochain à la même heure avec d'autres invités, celles-ci ou d'autres. Sachez que les Bobby Tanap sont tellement nombreuses. On met l'annonce, celles qui viennent sont disponibles, on ne choisit personne. Sur ce, passez une excellente semaine et on se revoit dimanche prochain à la même heure. Bye bye. Bye. Merci. Ne bougez pas, j'arrête sur Facebook. Bye bye.